précis, je suis d'autant plus ravi d'être là de prononcer une conférence 24 janvier, parce que l'Observatoire du Brexit a pile 5 ans. Il a été créé à 23 janvier. Il a pile 5 ans. D'ailleurs, on en a profité avec le comité éditorial pour faire une nouvelle mouture de l'Observatoire du Brexit, qui va s'orienter maintenant sur des recherches vers le Royaume-Uni et l'Union européenne post-Brexit. Et puis, cette conférence correspond aussi avec deux autres contributions qui porteront sur les 1 an. Alors, je vous y renvoie, elles seront plus tardives, donc vous aurez la primeur de mes analyses, mais il y aura une version écrite en quelque sorte de cette conférence prochainement dans la revue Europe, et puis normalement de façon plus accessible et grand public. J'avais été aussi sollicité par le média AOC, vous savez, c'est une publication en ligne d'intérêt général avec des articles de fond. Aujourd'hui, les plateformes numériques, on le sait avec l'Observatoire, mais aussi un certain nombre de journalistes ont compris la puissance de feu de ce vecteur-là, et ça leur permet de contacter des enseignants-chercheurs de tous les horizons et d'un peu partout, contrairement aux médias classiques qui ont tendance à se référer toujours aux mêmes spécialistes qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire parisiens. Et donc, je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, de suivre cette plateforme aussi AOC. Alors, ça marche par abonnement, mais il n'est pas très élevé. Et ils m'ont sollicité pour aussi 1 an de Brexit, mais qui est sur une tonalité différente et beaucoup moins technique de ce que je vais aborder dans la présente conférence. Alors, au bout d'1 an d'application des traités censés organiser la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, disons-le tout de suite, et je vais privilégier quand même ce cadre-là au regard des spécialités qui sont les miennes, on peut le dire tout de suite, pour le Royaume-Uni, ce n'est quand même pas le triomphe, loin de là. D'abord, d'un point de vue politique, même si je vais aborder d'abord des aspects juridiques, c'est politiquement que l'on vient à apprécier la situation de l'actuel gouvernement. Vous le savez, en ce moment, Boris Johnson vit des moments difficiles, alors qu'ils sont plus liés à sa gestion de la Covid-19, mais qui reflètent une façon d'appréhender des problématiques politiques, mais aussi juridiques, puisque c'est bien la violation de règles juridiques qui sont en cause de la crise actuelle au sein du gouvernement britannique, ou du moins au sein des conservateurs. C'est une façon de ce gouvernement d'appréhender les règles juridiques qu'il faut avoir en tête aussi lorsque l'on aborde la problématique du Brexit. Donc certes, la situation politique au Royaume-Uni actuellement n'est pas directement liée au Brexit, mais elle est tout à fait révélatrice d'une certaine approche du droit, d'une certaine conception du droit, sur laquelle je pourrais revenir d'ailleurs dans les questions, qui est assez inédite pour un gouvernement britannique. Je vous renvoie à un certain nombre d'éditoriaux qui ont été publiés récemment sur le site du Guardian, qui est un quotidien absolument remarquable britannique, où justement on se demande si ce gouvernement conservateur l'est véritablement, tant il aborde de front certains principes qui sont censés caractériser la vie politique et institutionnelle britannique depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles. Donc, la situation actuelle révèle finalement, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais une certaine appréhension du droit qu'il faut donc avoir en tête pour appréhender les difficultés que l'on connaît 1 an après la mise en place, l'entrée en vigueur des accords relatifs à la relation future. Alors, Boris Johnson n'a pas encore démissionné, mais c'est d'une autre démission dont je voudrais vous parler pour évoquer plus directement cet anniversaire du Brexit réel qui date du 1er janvier 2020. C'est la démission de Lord Frost. Alors, vous savez, Lord Frost, c'est l'ancien ministre en gros chargé du suivi de la mise en œuvre des accords de Brexit. C'était à peu près le seul diplomate de niveau satisfaisant qui a été, je vais dire, attrapé par l'équipe de Boris Johnson. Et ce ministre-là, vous le savez peut-être, a démissionné dans le courant du mois de décembre, juste après la mi-décembre, faisant part dans une lettre des désaccords qu'il avait avec le gouvernement auquel il appartenait, non seulement sur la gestion de la pandémie, mais aussi sur la gestion des négociations du Brexit, et j'y reviendrai
peu plus tard. Mais c'est finalement assez symbolique, cette démission dès 1 an d'entrée en vigueur des accords, parce qu'il y en a en fait 3, mais même s'il n'y en a qu'un qui nous intéressera particulièrement, des accords organisant la relation future. Assez révélatrice cette démission, pourquoi? Parce qu'elle montre finalement une tension permanente dans laquelle se situe le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire réaliser le projet des Brexiters, qui ont donc soutenu Boris Johnson lors des élections de 2019 pour une rupture brutale, franche avec l'Union européenne, pour se tourner vers ce que l'on appelle l'anglosphère, donc une plus grande proximité avec les États anglo-saxons, et pour, en quelque sorte, pour certains, aller, on a déjà entendu cette expression, à Singapour sur Tamise, un paradis fiscal, un paradis pour les fiscal pour les entreprises, bref, refaire du Royaume-Uni une espèce de chantre du libre-échange, voire du néolibéralisme, entre guillemets, même s'il n'est pas toujours facile de comprendre ce que l'on met derrière le terme de néolibéralisme. Alors, cette démission symbolise une tension entre ce premier camp et puis un autre camp, qui est celui d'un conservatisme plus paternaliste qui répond à une autre partie de l'électorat conservateur de 2019, qui est en fait, constitue les électeurs de ce qu'on appelle le mur rouge, qui avant votaient travailliste, mais qui ont fini par voter conservateur, alors en raison d'abord d'une gestion du parti travailliste par Jeremy Corbyn, qui a été catastrophique avant qu'il ne se retire, après ces élections de 2019, mais aussi parce que finalement, le Brexit, on le sait, donc parmi les motifs conjoncturels qui l'ont justifié, il y avait la volonté de remettre en cause une libre circulation des travailleurs, des mouvements de personnes qui, selon certains, auraient contribué à appauvrir certaines parties de l'Angleterre en particulier, et de ce nord de l'Angleterre, très défavorisé, et qui, pour certains Anglais, voyaient les emplois aller plutôt à d'autres citoyens européens plutôt que pour eux, ce que j'ai pu appeler dans certains de mes écrits, de mes conférences, une espèce de délocalisation in situ, qui a été très très mal vécue. Et les travaillistes n'ayant pas apporté une réponse très précise, ils ont été très divisés sur le Brexit, eh bien, s'en sont remis finalement aux conservateurs de celui qui allait promettre que le Brexit serait fait, à savoir Boris Johnson. Sauf qu'évidemment, ces électeurs-là attendent d'abord une réponse sociale, certainement pas, comme la majorité des Brexiters, une réponse favorable à la concurrence fiscale, à la concurrence sociale qui serait encore plus exacerbée à un niveau mondial. Et à cela, Boris Johnson, de façon opportuniste, a répondu par des investissements massifs, des promesses d'investissement massifs dans les services publics, en particulier de la police, ou encore du NHS, avec ce fameux slogan mensonger de campagne en 2016 lors du référendum sur le Brexit, en disant que toutes les sommes qui avant abondaient le budget de l'Union européenne iraient au NHS, le système de santé en forte difficulté outre-Manche. Donc, d'un autre côté, une demande plutôt sociale qui a été récupérée par les conservateurs de façon tout à fait inédite. Le mur rouge est tombé, mais qui est évidemment complètement contradictoire avec les perspectives de ceux qu'on a même appelés les hard Brexiters. Et très clairement, Lord Frost était plutôt du côté des hard Brexiters en soutenant l'idée qu'il fallait saisir toutes les opportunités d'allègement normatif qu'offrait le Brexit, et on verra que cela a conduit à de nombreuses tensions. Alors cette mise à l'écart, ce départ volontaire de Lord Frost doit être mis en parallèle avec un autre départ qui était intervenu 1 an plus tard, alors certes pas d'un ministre, mais d'un conseiller particulièrement influent qui est Dominic Cummings. Alors Dominic Cummings, c'est intéressant de le rappeler, on l'oublie un petit peu dans la crise actuelle, mais il a dû partir pour 2 raisons aussi. La première, c'est qu'il avait violé les règles de confinement lors du premier confinement durant le printemps 2020, ce qui avait profondément choqué le Royaume-Uni, qui continue de le choquer avec son Premier ministre, c'est peut-être même pire si c'est le Premier ministre. Et puis surtout, ses positions absolument radicales
sur le Brexit, c'est-à-dire ne souhaitant même pas d'accord sur les relations futures pour que finalement il y ait une espèce du vide juridique qui se traduirait par l'absence de normes au profit de la lecture rude du Brexit que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, cette espèce d'obsession du hard Brexit chez Dominic Cummings a eu aussi raison de lui, sous l'influence d'ailleurs d'une personne qu'on évoque peu dans les médias français, mais qui est la femme de Boris Johnson, plutôt proche des milieux d'affaires britanniques et qui finalement, on le sait, a une très forte influence sur son mari. Et cette évolution vers un hard Brexit que soutenait Dominic Cummings n'a finalement plus été soutenue par Boris Johnson. Pour synthétiser, je ne pense même pas que Boris Johnson sache vraiment ce qu'il voulait du Brexit, si ce n'est en engranger des avantages électoraux pour s'asseoir confortablement dans le fauteuil de Premier ministre lors des élections de décembre 2019. Alors, ces deux événements mis en relation montrent donc à combien le Royaume-Uni continue d'être dans une crise, au-delà même de la Covid. On connaît tous cette crise-là dans le monde entier, mais au Royaume-Uni, elle double celle du Brexit qui n'est toujours pas résolue. Il est d'ailleurs difficile sur certaines problématiques de savoir finalement quel est l'impact du Brexit au bout d'un an. C'est une question à laquelle je ne pourrais pas vous donner de réponse, l'impact pour l'Union européenne ou pour le Royaume-Uni d'un point de vue concret. Je vais vous citer un premier exemple, c'est celui du transport routier. Vous le savez, le Royaume-Uni, au début de l'année, a dû faire face à un certain nombre de pénuries. Ces pénuries ayant touché des produits, des marchandises, mais également la main-d'œuvre, en particulier pour les transports routiers. Alors, on a cherché à savoir quelle était l'origine de cette pénurie. Pour certains, et c'est incontestable, ce sont les restrictions à la libre circulation qui résultent de la pandémie. Ça paraît assez logique et c'est tout à fait vrai. Mais pour d'autres, mais sans doute les deux éléments sont cumulatifs, il s'agissait des règles plus restrictives d'accès à l'emploi pour les citoyens européens au Royaume-Uni. Il y a de nouvelles règles en vertu de plusieurs lois qui ont été adoptées l'année passée, qui rendent plus difficile l'octroi d'un visa professionnel. Et dans le milieu des chauffeurs de poids lourds, qui exercent parfois en individuel plusieurs missions sur plusieurs territoires, ajouter cela à la Covid rendait l'activité particulièrement incertaine. Et ceux qui étaient installés temporairement au Royaume-Uni, finalement, sont retournés dans leur pays et se sont contentés de travailler sur le continent, évidemment, quand cela était possible. Mais il est très difficile, finalement, de savoir en proportion exacte, et les économistes ont beaucoup de mal à pouvoir l'établir, quelle est la part de responsabilité de la Covid et du Brexit dans cette pénurie. Et pour en revenir aussi sur les aspects économiques, là, on dispose d'un certain nombre de chiffres qui résultent notamment des études récurrentes de l'Office for Budget Responsibility qui suit les comptes publics britanniques et qui, à l'occasion, produit des analyses statistiques économiques. Alors, il est évident que le Brexit n'est pas une bonne nouvelle pour les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les chiffres sont très clairs. Le premier mois d'application de l'accord de commerce et de coopération, qui est l'accord le plus important, entré en vigueur provisoirement le 1er janvier 2021. Il est entré définitivement en vigueur le 1er mai suivant, le temps que le Parlement européen et les autorités de l'Union européenne ratifient, entre guillemets, le traité, enfin, les traités sur les relations futures. Et donc, si l'on regarde ce mois de janvier 2021, on voit un effondrement, mais très net, presque un crack, si vous voulez, des exportations et des importations entre le continent et le Royaume-Uni. On peut donc affirmer qu'à très court terme, le Brexit a conduit à une limitation des échanges et c'est difficilement contestable. On ne peut pas dire le contraire. Alors, malgré ces mauvaises prévisions, alors qui sont au demeurant peu surprenantes, tout le monde s'y attendait, le Brexit n'est finalement pas, pour l'instant,
le chaos économique et financier annoncé, notamment lors de la campagne référendaire de 2016, où ceux qui défendaient le maintien dans l'Union européenne avaient été tellement pessimistes sur les chiffres, les manipulant aussi, c'est-à-dire que notamment à l'époque, le chancelier de l'échiquier, qui était George Osborne, avait menti sur les prévisions statistiques. On parle beaucoup des mensonges des Brexiters, mais il faut savoir qu'il y avait des mensonges aussi des Remainers, au point que leur campagne a été qualifiée de Project Fear, et le projet de la peur. Et si vous voulez, c'est n'importe quel politologue vous le dira, mais fonder une campagne électorale sur la seule peur, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça atteint des limites, qui peut nous rassurer sur certaines campagnes actuelles dans d'autres pays que le Royaume-Uni. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas eu ce chaos économique, et je voudrais en expliquer les motifs principaux en étant évidemment tout à fait lucide. La première raison, c'est encore une fois, et ça découle de ce que je disais tout à l'heure, de la pandémie mondiale. Le Royaume-Uni subit une crise comme les autres pays, dans des proportions tout à fait exceptionnelles depuis la Seconde Guerre mondiale, même si le Royaume-Uni n'a pas eu à connaître des 30 glorieuses comme on en a connu sur le continent, et encore, il faudrait se mettre d'accord sur ce que l'on entend derrière 30 glorieuses, et ne l'était peut-être pas autant qu'on le dit, mais le Royaume-Uni a connu des périodes très difficiles, hein, notamment dans les années 70 et dans les années 50. Mais la situation de la Covid, comme tout État occidental, conduit à une situation exceptionnelle, et il est impossible, encore une fois, de dire quelle est la part du Brexit dans l'aggravation de la situation économique du Royaume-Uni. La deuxième explication découle encore une fois de la première et de ce que j'ai déjà dit. Les échanges se sont fortement limités entre le continent et le Royaume-Uni, mais aussi entre le Royaume-Uni et d'autres parties du monde. Et d'une certaine manière, le Brexit n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de restrictions à la libre circulation des marchandises et des personnes, au point qu'il est impossible de retrouver, si vous voulez, cette goutte dans cet océan. Il faudra donc attendre sans doute la fin de l'épidémie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle interviendra. Tous ceux qui font des prévisions là-dessus sont bien sûrs d'eux, il faut s'en méfier, à mon avis. Donc, il faudra attendre la fin de cette épidémie pour apprécier réellement les conséquences du Brexit. Alors, ce que l'Office for Budget Responsibility a tenté de faire, en précisant dans sa dernière analyse conjoncturelle que les effets du Brexit seraient beaucoup plus longs que la Covid, qui est une crise conjoncturelle qui est liée à un événement qui, lorsqu'il disparaîtra, le virus, lorsqu'il sera géré, sera devenu endémique, comme on dit, ne posera sans doute plus de problèmes économiques. En revanche, le Brexit, si vous voulez, comme j'ai pu le dire dans certaines contributions, est plutôt une maladie chronique qui va diffuser en quelque sorte une forme de poison dans l'organisme économique pendant un certain nombre d'années. Troisième motif qu'il faut enfin évoquer pour expliquer qu'il n'y a pas de chaos, c'est finalement que dans cette première année de Brexit réel, il n'y a pas eu de grands changements majeurs des orientations réglementaires, normatives du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne. Contrairement à ce que l'on croit trop souvent par une vision peut-être trop politisée du Brexit, c'est que le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne, ne repart pas à zéro. Son droit est aujourd'hui, comme tout système juridique, comme le nôtre en France, principalement occupé par, composé de règles issues de l'Union européenne. Et dans les différentes lois sur le Brexit qui ont été adoptées par le Parlement de Westminster, vous avez une loi qui prévoit que les règles européennes, dans un premier temps, sont maintenues, dans leur très grande majorité, en droit interne. C'est ce qu'on appelle la Retained EU Law, le droit européen retenu dans le système juridique britannique, parce que tout simplement, si vous supprimez de jour au lendemain des pans entiers de votre système normatif, vous créez des vides juridiques absolument insurmontables. Donc le détricotage de la législation européenne va se faire là aussi sur un très long terme, et il faut bien prendre garde des visions un peu médiatiques, politisées, qui verraient dans le Brexit une espèce d'énorme fracture du jour au lendemain qui conduirait à ce qu'on ait fait table rase du passé
Alors, les médias sont très friands de ce type de présentation, en particulier en France, on aime bien les révolutions et puis on aime bien la tabula rasa cartésienne, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le cas d'un point de vue. Je vous en donnerai des preuves tout à fait précises. Donc, on a la permanence d'un certain alignement normatif, encore, avec l'Union européenne, et qui résulte à la fois des accords de Brexit, donc on a l'accord de retrait, le fameux accord de commerce et de coopération, puis on a deux autres accords sur le nucléaire et sur les données sensibles, les informations sensibles, que je n'évoquerai pas. Donc on a déjà cet alignement-là, et puis vous avez le cas de l'Irlande du Nord qui conduit, j'y reviendrai plus en détail, à un maintien d'un alignement réglementaire, alors pour une petite partie du Royaume-Uni, mais c'est quand même à prendre en considération. Et puis, contrairement à ce que l'on pense, l'accord de commerce et de coopération ne règle pas bon nombre de situations, et je vais dire de fait et de vous avez le maintien de périodes de transition pour certains secteurs économiques qui ne savent toujours pas à quel régime juridique ils vont être mangés à l'avenir. Donc cette première année post-Brexit, néanmoins, si d'un point de vue juridique, on va le voir, ne semble pas être la révolution et la rupture brutale attendue, en revanche, d'un point de vue diplomatique, vous l'aurez perçu tout au long de cette année, a été beaucoup plus compliqué, en particulier justement sur la situation de l'Irlande du Nord et lorsque l'on étudie les relations franco-britanniques. Donc ma présentation consistera, bon, je reste franco-français là-dessus, à vous présenter dans un lancement en deux points, et bien justement cet aspect de divergence finalement circonscrite avec le droit de l'Union européenne pour basculer ensuite, en revanche, vers des véritables affrontements sur le terrain diplomatique qui ont rendu cette année quand même particulièrement difficile et j'allais dire avec des tensions qui n'avaient pas été connues quand même depuis sans doute la période Thatcher entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, en ce qui concerne les divergences plutôt circonscrites avec le droit de l'Union européenne, je vais m'attarder sur deux points dans un instant, mais très clairement, la posture politique de Boris Johnson qui a consisté à répéter cette espèce de mantra to take back control, c'est-à-dire reprendre le contrôle, sa souveraineté, bon, peine à se traduire concrètement aujourd'hui. Alors certes, la gestion dans l'urgence de l'épidémie de Covid-19 justifiait que le grand dessein qu'il a pu envisager avec le Brexit ne puisse pas se réaliser immédiatement, mais quand même. On peut considérer que les promesses accouchent plutôt d'une souris pour l'instant sur certains aspects. Il faut reconnaître aussi qu'on ne change pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jour au lendemain, 50 ans d'intégration, près de 50 ans d'intégration, encore moins en période de pandémie mondiale. L'évolution la plus sensible du droit britannique après un an, quand même, peut être identifiée par rapport aux promesses électorales et ce qui a pu justifier conjoncturellement le vote en faveur du Brexit, c'est-à-dire la régulation de la circulation des personnes. Là, il est vrai que le gouvernement britannique, peu importe l'opinion qu'on peut porter sur ces législations très restrictives et de nature populiste, mais en tout cas, ça a répondu à une demande de l'électorat qui voulait restreindre la libre circulation des personnes. On a eu donc plusieurs lois adoptées par Westminster qui visent à rendre plus difficile l'accès au titre de séjour au Royaume-Uni, à la nationalité et à renforcer les contrôles aux frontières. Tout cela porté par une ministre de l'Intérieur qui se réclame très clairement de cette espèce de libéralisme autoritaire à la Thatcher, qui est Priti Patel, et qui a donc soutenu différents textes. Il y en a de nouveaux qui sont encore en discussion pour répondre à la demande d'une catégorie d'électeurs des conservateurs en 2019, en particulier ceux que j'évoquais, des électeurs anciennement plutôt travaillistes et qui se sont reportés sur le vote conservateur, sur la promesse de la restriction de la libre circulation des travailleurs. Au-delà de cet aspect tout à fait important, mais qui, en termes de politique migratoire, quand même, n'est pas complètement lié à l'Union européenne, dont les compétences en la matière sont quand même
limitées, hein, ça reste quand même des compétences des États membres. Eh bien, au-delà de cet aspect-là, l'examen des textes, de deux catégories de textes sur lesquels je vais insister, permettent de montrer eh bien, finalement un Brexit relativement soft. Pour l'instant, j'insiste, cela évidemment ne veut rien dire de l'avenir. Vous m'inviterez peut-être dans plusieurs années, on refera un autre bilan, mais on sera bien forcé de le faire régulièrement. Et je crois que c'est pour ça aussi que le travail que nous produisons sur l'Observatoire du Brexit est évidemment utile de ce point de vue-là. Première catégorie de textes, d'abord les accords de libre-échange que le Royaume-Uni a pu conclure. J'apporterai ensuite quelques éléments sur certaines législations de droit interne, entre guillemets, dans un second temps. Alors, les accords commerciaux, finalement, sont assez peu innovants. Ils sont nombreux. Je vous donne à la date du 1er janvier de 2022, avant d'en faire l'analyse. Le Royaume-Uni a conclu 67 accords de libre-échange avec des États tiers, c'est-à-dire des États qui ne font pas partie de l'Union européenne, hein, définis comme ça ici. Donc, un certain nombre d'entre eux sont pour l'heure appliqués à titre provisoire ou en vertu de protocoles d'accords temporaires, en attente de devenir pleinement contraignants, mais a priori rien ne s'y oppose. C'est le cas notamment du traité Royaume-Uni-CARIFORUM qui recouvre 14 États d'Afrique. Il en est de même de l'accord avec l'Islande et la Norvège ou encore avec la Turquie, le Vietnam, le Maroc et puis plusieurs États du Pacifique. 3 autres États sont visés dans des discussions actuelles du ministre, de la ministre chargée du commerce, donc l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Vous voyez que c'est vraiment très large et un peu tous azimuts. En outre, on a des accords de reconnaissance mutuelle couvrant plusieurs activités économiques ou sensibles, mais bien moins ambitieux, évidemment, que de véritables traités de libre-échange. On pense notamment à un accord qui en passe d'être signé avec la Nouvelle-Zélande, et puis on attend, parce qu'il y a toujours des discussions, un éventuel accord avec les États-Unis, mais là, ça paraît beaucoup plus compliqué. Alors, certains accords quand même inédits ont été conclus par rapport à la période de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, notamment avec l'Australie. L'accord a été définitivement signé le 16 décembre 2021, et puis un accord avec le Japon qui a été signé dès le mois d'octobre 2020. Mais bien souvent, pour l'ensemble des traités que je vous ai cités à titre d'exemple, ce ne sont que des répliques de traités que l'Union européenne avait signés à l'époque au nom des États membres, donc au nom du Royaume-Uni lorsqu'il en faisait partie. Donc cette réplique, par exemple, vous allez voir les accords avec la Suisse pour l'instant. Alors, sur les services financiers, ça semble aller un petit peu plus loin, mais on est d'abord dans la sécurisation juridique, assurer la continuité des textes applicables très clairement aux entreprises et dans les relations entre les entreprises britanniques et les entreprises européennes avant d'inventer de nouveaux types de coopération. En ce qui concerne la relation avec les États-Unis, elle est aujourd'hui au point mort. Contrairement à ce que l'on dit, la sympathie et la proximité parfois surpondérée, à mon avis, entre Boris Johnson et Donald Trump, il y a des points communs, évidemment, mais ce ne sont pas des clones, loin de là. On en reparler si vous voulez. Mais déjà, à l'époque de Donald Trump, les Britanniques étaient très loin de parvenir à un accord avec les États-Unis. Il y avait plusieurs motifs, mais si on en évoque deux, c'est que les Américains, étant tellement ultra dominants dans des types de relations, dans des relations bilatérales, ils le sont déjà dans des discussions avec l'Union européenne. Alors, pensez bien qu'avec le Royaume-Uni, même s'il y a une proximité culturelle, que c'est le special relationship entre les deux partenaires, bon, quand il s'agit de parler d'argent et de commerce, ces considérations sont à mettre sur le côté. Et les Américains souhaitent pouvoir concurrencer le système de santé, et puis pour faire dominer leurs règles phytosanitaires. Et vous le savez, pendant les négociations, notamment Michel Barnier n'arrêtait pas de dire, mais ce qui nous menace avec le Brexit, si on n'est pas rigoureux, c'est qu'on ait le poulet aux hormones à nos portes et qui pourrait ensuite se répandre sur l'ensemble de l'Europe continentale. Bon, en réalité, c'était
une certaine posture rhétorique de Michel Barnier, parce que jamais les Britanniques n'ont voulu ça. La preuve en est, c'est que sur ce point, c'est très clairement un sujet de discorde entre Américains et Britanniques qui empêche totalement l'évolution d'un accord entre les deux parties. Et puis l'autre raison, elle est de nature plus politique, depuis l'accession cette fois au pouvoir de Joe Biden, qui a des origines irlandaises directes et qui est très préoccupé de la gestion du dossier nord-irlandais par Boris Johnson, et qui, par conséquent, n'a pas très envie de faire de la relation commerciale avec le Royaume-Uni une priorité, mais disons-le clairement, stratégiquement, les Américains n'ont pas beaucoup d'intérêt à conclure d'abord un accord avec les Britanniques. Pour eux, d'un point de vue purement commercial, il serait d'ailleurs bien plus intéressant de conclure un accord avec l'Union européenne. Alors, comment analyser tous ces éléments de fait que je viens de vous citer? Eh bien, que l'urgence économie justifie la conclusion rapide d'accords qui sont les répliques, comme je l'ai évoqué, de se négocier au temps de l'Union européenne. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si ces accords ne sont qu'un début et que, au fil du temps, ils vont s'enrichir afin de créer des relations originales et qui, dans certains champs, iront au-delà de ce que l'Union européenne pourrait accepter de faire. Mais le point sur lequel il faut insister, un peu en miroir de ce que je viens de dire à propos de la relation avec les États-Unis, c'est que pour un partenaire commercial, il sera toujours plus intéressant d'avoir des accords avec l'Union européenne qui rassemble 27 États membres qu'avec le Royaume-Uni tout seul. Donc bien souvent, même s'ils priorisent entre guillemets le Royaume-Uni, ils feront en sorte de tenir compte de futures négociations, peut-être des négociations menées en parallèle avec l'Union européenne. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Japon. Alors, ce n'est pas un grand accord commercial, l'accord Japon-Royaume-Uni, il y a un abaissement des droits de douane sur certains produits, mais la diplomatie nippone a évidemment veillé à ce que ce qui a été convenu ne vienne pas rendre plus difficile d'éventuelles discussions avec l'Union européenne. Et de ce point de vue, il est intéressant que la négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ait conduit à ce qu'émerge dans la diplomatie commerciale européenne un nouveau principe, une nouvelle expression, le level playing field, les jeux de la concurrence équitable, alors qui existe depuis longtemps en relation commerciale, mais qui a un peu été théorisé par la task force dirigée par Michel Barnier à l'occasion des relations des négociations sur le Brexit et qui pourrait devenir une espèce de standard dans les négociations commerciales de l'Union européenne, même si on suit un peu ce qui se passe actuellement, et notamment les discussions qu'il y a pu y avoir avec la Chine en matière d'investissement, bon, le level playing field, manifestement, c'est pas encore un standard assumé de façon générale. Et puis bon, c'est bien les standards économiques, mais on aimerait bien un peu qu'il y ait des standards aussi en matière de droits humains et de droits sociaux et environnementaux. Et là, pour le coup, même si on retrouve ça dans l'accord de commerce et de coopération, ces aspects-là tout à fait essentiels sont passés, malheureusement, quand même au second plan. Alors, pour le seul accord véritablement nouveau conclu en 2021, je ne parle pas celui du Japon qui a été conclu auparavant, donc celui avec l'Australie, on voit d'ailleurs clairement que le Royaume-Uni n'a pris aucune disposition, enfin, n'a conclu aucune clause qui serait contradictoire avec les principes de l'accord de commerce et de coopération. Et là aussi, autre élément juridique à avoir en tête, c'est que si le Royaume-Uni se met à conclure des accords de libre-échange qui conduiraient à un moins 10 ans phytosanitaire important, faisant pénétrer, on peut y revenir, le poulet au chlore américain, ou je sais pas, un poulet rempli d'antibiotiques, d'hormones au-delà des limites européennes, si l'Union européenne se rend compte de cela, elle peut très bien considérer que ça entre en contradiction avec les engagements de l'accord du commerce coopération. Donc non seulement les États tiers vont veiller à ce que les accords qu'ils concluent avec le Royaume-Uni ne mettent pas en danger d'éventuelles négociations avec l'Union européenne, mais le Royaume-Uni lui-même devra veiller à ce que les accords qu'il conclut ne conduisent pas à être trop distincts et opposés à ce qu'il a convenu dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération.
Dernier élément aussi à avoir en tête, c'est que très clairement, pour l'instant, les accords avec les 67 États que j'ai évoqués, qu'ils soient définitifs ou temporaires, sont très loin de pallier le volume d'échanges qui qui résultait de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Pour l'instant, l'impact de ces accords sur la croissance du PIB britannique sont quand même très limités. Bon, par exemple, celui qui porte avec l'Australie devrait participer à hauteur de 0,08% de croissance du PIB, ce qui est évidemment très limité. Ajoutons enfin que ces accords sont quand même scrutés par les milieux industriels et agricoles du Royaume-Uni, puisque, par exemple, pour l'accord australien, on a eu quand même des fortes critiques de la part des agriculteurs de la filière bovine qui ont considéré que c'était une concurrence supplémentaire faite aux agriculteurs et n'ont pas forcément bien vu la conclusion de cet accord de libre-échange. Alors, l'étude rapide des accords pour l'instant conclus confirme aussi un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est quelle est la stratégie qu'il y a derrière, au-delà de ces aspects un peu précis que je vous ai évoqués. L'accord quand même avec le Japon est assez symbolique, certes, mais il montre bien, et j'y reviendrai aussi un peu plus tard, la façon dont les Britanniques ont de se tourner vers des partenariats transpacifiques, donc qui réunissent des pays du continent asiatique, australien et européen. On sait aujourd'hui que les enjeux géostratégiques se déplacent de plus en plus vers cette ère du globe et selon une tradition maintenant que l'on connaît bien des Britanniques depuis des siècles, ils ont quand même la capacité à se tourner vers les zones géographiques à fort enjeu. Et sur ce point-là, peut-être que le Royaume-Uni a tiré un peu plus profit de sa sortie de l'Union européenne qui est quand même un peu plus en retrait sur cette problématique-là. On pourrait aussi évoquer le cas de l'AUKUS, vous savez, le partenariat entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de défense, qui est aussi très orienté sur la zone Indo-Pacifique pour contrer la puissance chinoise qui se fait de plus en plus menaçante sur toutes les parties de territoire de cette zone-là, y compris d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie. On en a entendu parler à propos du référendum qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Alors le Royaume-Uni aussi, bien qu'il fait souvent preuve de suivisme vis-à-vis des Américains, a quand même aussi une politique diplomatique vis-à-vis de la Chine assez frontale. Vous le savez, ils ont accueilli de nombreux réfugiés de Hong Kong, réfugiés politiques, et puis se sont avérés particulièrement critiques et ont empêché finalement d'octroyer des licences 5G à l'opérateur télécommunication Huawei. Là aussi, on voit bien que le Royaume-Uni s'est engagé pleinement dans la bataille lancée aussi par les États-Unis contre la Chine. Dernier élément à prendre en compte à partir de ces accords commerciaux, c'est évidemment la volonté de favoriser l'anglosphère. On le voit bien avec l'accord australien. Dans une moindre mesure, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a plusieurs accords avec le Golfe arabique, zone géographique où la présence britannique dans l'histoire a été très importante. Donc l'anglosphère est privilégiée, les États membres du Commonwealth en particulier, comme on le voit avec les négociations inédites engagées avec l'Inde ou encore le Canada. Voilà pour ces accords commerciaux. On voit poindre peut-être de futures grandes évolutions. Nous verrons bien, mais un an après, force est de constater qu'on est très loin des grands projets commerciaux qui avaient pu être évoqués par Boris Johnson, aussi bien pendant la campagne référendaire de 2016 que lors des élections de 2019. Alors peut-être qu'il faut se tourner vers le droit interne pour voir de véritables évolutions. Alors au-delà, encore une fois, des restrictions à la libre circulation des travailleurs que j'ai pu évoquer. Alors ce qui est le plus visible depuis le 1er janvier 2021, c'est que on a quand même 3 conséquences majeures que l'on vit tous au quotidien dès lors qu'on a des relations avec le Royaume-Uni. Certes, la fin de la libre circulation des personnes, ce ne sont pas que les travailleurs, c'est l'ensemble
des personnes, donc un accès plus restreint au droit au séjour au Royaume-Uni. Et vous savez, ça concerne les étudiants, puisque les programmes Erasmus, c'est terminé. Des frais de douane et administratifs accrus, avec souvent, et j'insiste, des frais de douane, pas des droits de douane. Et ce qui est un peu gênant, c'est que les transporteurs jouent beaucoup sur cette ambiguïté pour charger les produits qui transitent du Royaume-Uni à l'Union européenne, vers un État membre de l'Union européenne en particulier. Vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Évidemment, moi, faisant un certain nombre d'achats au Royaume-Uni, en particulier d'ouvrages universitaires, je peux vous dire qu'on a des mauvaises surprises. Alors, quand vous êtes obligé de rajouter des démarches auprès de la Poste pour leur expliquer que non, vous avez payé la TVA au moment de l'expédition, c'est inclus dans le prix, etc., donc vous n'avez pas à le payer, c'est des charges supplémentaires, du temps perdu. Alors, pour un particulier, c'est énervant, pour une entreprise, c'est un coût supplémentaire. Et puis, troisième élément à évoquer, évidemment, c'est des denrées manquantes au Royaume-Uni. Alors, ce n'est pas que le cas de l'Irlande du Nord, c'est le cas aussi, on l'a vu en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le transport routier, en matière de produits pétroliers. Alors, ça, c'est les aspects les plus concrets, qui sont déjà assez gênants, mais essayons quand même, malgré ce bilan conjoncturel, de nous mettre dans une perspective peut-être plus structurelle. Plus techniquement, on peut voir quel est le degré de divergence grâce à un outil alors, qui a été créé par un think tank qui est bien connu des spécialistes de l'Europe outre-Manche et des spécialistes de Brexit, qui est UK in a Changing Europe. Et ce think tank a lancé depuis l'automne des productions régulières. Il y a 2 rapports pour l'instant sur les législations britanniques qui divergent du droit de l'Union européenne. Et enfin, bref, analyse tout le système normatif britannique pour voir le degré de divergence avec celui de l'Union européenne. Alors, du point de vue de la méthode, j'insiste bien sur le fait que si c'est un outil très intéressant, il faut quand même garder de l'objectivité quand on lit ces rapports, parce que ce think tank est pro-européen. Alors, il ne s'agit pas de dire que de l'autre côté, on est anti-européen. Non, quand on est chercheur, on essaie d'adopter le plus possible, même si c'est très difficile, une espèce de neutralité axiologique. Et on voit bien dans ces rapports que face à l'absence de législation britannique, qui est parfois due, et je vais l'évoquer, à un manque de temps et à la crise de la pandémie, le think tank vous dit que, bon, en gros, bref, c'est très dangereux, ça va être sans doute à moins de 10 ans. Il faut rester quand même distancié vis-à-vis des analyses qui peuvent être faites, mais néanmoins, l'avantage, c'est la colonne à gauche, en gros, de leur tableau, qui est très intéressante parce que ça permet d'identifier assez rapidement les législations qui sont en cause et qui ne sont pas forcément alignées sur le droit de l'Union européenne. Alors, le think tank distingue 3 types de divergences. Les divergences actives, qui correspondent à l'adoption de nouvelles lois ou de normes réglementaires qui volontairement se distinguent du droit de l'Union européenne. On a les divergences passives qui, elles, correspondent plus volontiers à une absence de réplique de ce qui a été adopté au niveau du droit de l'Union européenne. Et puis, troisième catégorie, qui est un peu plus difficile à saisir, qui sont les divergences procédurales, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a abandonné certains contrôles administratifs, procédures administratives, qui s'imposaient lorsqu'il était État membre de l'Union européenne et qu'il a fini par écarter. Alors, autant les divergences actives et passives conduisent, notamment en matière de circulation des biens et des personnes, à des formalités administratives supplémentaires, autant évidemment la troisième catégorie conduit à vouloir alléger les formalités qui pèsent notamment sur les entreprises. Alors ce sont les divergences actives qui sont les plus nombreuses. UK in a Changing Europe en identifie 14 sur 19. Alors vous voyez que ce n'est pas non plus considérable. Sur un an, on n'a que 19 divergences. Et quand vous lisez les 2 rapports, alors le deuxième rapport reprend déjà l'acquis du premier, vous vous rendez compte qu'il y a encore finalement aussi beaucoup d'incertitudes dans ces divergences. Les divergences passives sont au nombre de 3 et procédurales, il n'y en a que 2. Alors, le Royaume-Uni ne s'est pas aligné sur les changements en matière d'environnement, de protection des droits d'auteur et des données. Par exemple, j'ai isolé certaines thématiques qui me paraissent tout à fait importantes du point de vue
dire, de l'évolution du droit. Mais attention, ces évolutions n'impliquent pas forcément, et ça je pense qu'on n'en a pas une lecture assez rigoureuse dans les médias, n'impliquent pas forcément que le Royaume-Uni s'achemine vers des exigences moindres dans les secteurs évoqués par rapport à ce que fait l'Union européenne. Des textes, clairement, affichent des ambitions tout à fait similaires à celles de l'Union européenne et parfois vont au-delà de l'Union européenne. Je vais vous donner quelques exemples. En matière de la protection du bien-être des animaux, la loi britannique s'avère beaucoup plus protectrice que ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Le nouveau schéma, autre exemple, de subventions agricoles accorde très clairement une place beaucoup plus satisfaisante à l'agriculture raisonnée et qui émet peu de gaz à effet de serre par rapport à la logique de la PAC. Dans la dernière mouture, si elle fait une place aux questions environnementales, et quand même toujours dans sa logique quantitative qui n'est pas favorable aux agriculteurs bio. Et d'ailleurs, la loi sur l'environnement de 2021, qui a été adoptée donc cette année, malgré des réserves qu'elle peut inspirer, sans doute, plus particulièrement sur le cadre de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de critiques sur l'autorité administrative qui va être chargée du suivi, du respect des objectifs fixés dans la loi sur l'environnement de 2021, mais globalement, cette loi a plutôt été bien accueillie par les militants écologistes. Alors, dans l'échiquier politique, le Royaume-Uni a cette particularité d'avoir un parti écologiste quasi inexistant au niveau national. Ils ont un député, mais la problématique écologique est dans tous les partis, mais assez fortement. Londres est une des seules capitales occidentales à avoir drastiquement baissé, bon, elle partait de très loin, ses taux de CO2. Mais si vous regardez un documentaire comme Demain de Cyril Dion, vous verrez à quel point, sur certaines initiatives de transformation de nos modes de production et de la capacité à pouvoir inventer un système qui, tout en restant capitalistique, serait pas dans la recherche effrénée de la surproduction et d'une logique purement quantitative, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui viennent du Royaume-Uni et très clairement, les Britanniques, sur ce point-là, sont en avance et les militants écologistes sont très très présents. Donc, quand ils éprouvent de la satisfaction, c'est pas une satisfaction feinte et vous pouvez bien vous imaginer qu'ils ne sont quand même pas très favorables à l'actuel gouvernement. Donc, on peut considérer que c'est quand même une loi qui va plus loin que ce que l'on fait ailleurs au sein de l'Union européenne. Alors, bien sûr, le Green Brexit, puisque c'est comme ça que l'a appelé Boris Johnson, doit se concrétiser. C'est toujours mieux que rien d'avoir quand même un certain nombre d'objectifs qui sont quand même assez précis dans la loi de 2021. Et puis, si on peut émettre une autre réserve par rapport au déficit de gouvernance, c'est que tous les secteurs ne sont pas forcément concernés, et on l'a vu, au propos d'accords commerciaux, vis-à-vis des exigences par rapport à l'Australie, il n'y a quand même pas grand-chose sur l'environnement. Il n'y a pas de clause environnementale ou de clause sociale, puisque une des conditions, on le sait, pour que les exigences écologiques ou environnementales fonctionnent, c'est qu'il y ait une espèce de protectionnisme vert. Et pareil au niveau social, c'est-à-dire que si vous voulez évidemment refavoriser l'industrialisation dans certaines parties de l'Union européenne ou au Royaume-Uni par exemple, il faut éviter le dumping social qui vient éventuellement d'États tiers. Donc à voir, mais néanmoins ici un peu plus d'ambition que l'Union européenne. Autre élément qui conduit à pondérer certaines divergences, c'est qu'il y a quand même des pans de législation du droit de l'Union européenne qui viennent d'être adoptés, qui sont en cours d'adoption, qui n'ont pas encore vu les réflexions aboutir au niveau du Royaume-Uni. Je parle notamment de tout ce qui concerne la protection des travailleurs indépendants qui vise à répondre à l'ubérisation de la société. On commence à avoir des discussions au niveau de l'Union européenne. Au Royaume-Uni aussi, c'est un peu plus avancé au niveau de l'Union. C'est très difficile d'y voir des divergences pour l'instant, ce que fait le think tank. Je pense que du point de vue de la méthode, là, on voit bien le tropisme pro-européen du think tank en l'espèce, parce que ça ne devrait pas rentrer dans leur analyse, puisqu'il n'y a non seulement pas encore de réglementation au niveau européen qui a complètement abouti au moment où ils écrivaient, forcément, il ne peut pas y avoir de divergence du côté du Royaume-Uni. Ces éléments de relativisation ne doivent pas
quand même occulter des aspects plus négatifs sur certaines politiques publiques. Alors, la politique étudiante, on a un système qui se substitue à Erasmus, mais évidemment, ce sera beaucoup moins avantageux pour les étudiants du continent, et ce qui pose quand même des problèmes aux universités britanniques, puisque le nouveau programme n'a pas été encore intégré par les universités, toutes les universités mondiales, donc les flux et les flux d'argent, les flux d'étudiants et les flux d'argent qui vont avec, ce sont quand même. Autre élément aussi en matière de droits d'auteur et de droits voisins, les Britanniques n'ont toujours pas transposé, alors ils ne vont pas le faire, mais ils n'avaient pas transposé avant le Brexit effectif la directive de 2019 sur la question. Et aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit toujours pas de s'aligner sur le cadre européen, même si, encore une fois, l'Union européenne a bien adopté une décision d'adéquation au bénéfice du Royaume-Uni, mais a assorti cette décision d'adéquation d'une clause de révision si, à brève échéance, le Royaume-Uni n'adopte pas plus de normes protégeant les droits d'auteur et les droits voisins dans la lignée du RGPD. Alors, dans d'autres domaines, on constate l'absence d'alignement sur les normes européennes dans le secteur des marchandises, mais de façon très, très limitée. Mais on peut s'attendre éventuellement à des évolutions. Il faudra voir si c'est totalement conforme avec le level playing field que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui est très clair, c'est que des divergences évoquées, systématiquement, ce qui revient le plus souvent dans le rapport du think tank, c'est que cela crée des charges administratives pour le consommateur et l'entreprise. Alors, bon, on peut considérer que ce n'est pas très grave. Après tout, on peut considérer qu'il y a trop d'échanges et que cela est en train de bousiller notre planète. Mais le problème, c'est que le gouvernement qui portait cela prétendait l'inverse. Donc là, il y a quand même un problème de cohérence à la fois juridique et politique. Alors, d'autres champs aussi sont abordés. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Mais pour l'instant, on voit clairement une volonté de divergence dans le domaine des aides d'État, malgré le cadre très strict de l'accord de commerce et de coopération. Le Royaume-Uni veut vraiment une diminution des formalités par rapport à ce qui se passait au niveau du droit de l'Union. Alors, de fait du Brexit, l'obligation de notification à la commission d'aide d'État qui rentre dans le champ de la réglementation européenne en la matière, aujourd'hui, cette obligation, elle tombe. Bon. Mais il faudra que dans la nouvelle autorité qui est chargée de suivre ces aides, il y ait un contrôle qui soit compatible avec ce qu'exige l'accord de commerce et de coopération. Il y a encore des champs qui demandent à être précisés. C'est le cas des qualifications professionnelles, des activités réglementées. Alors, il y a un texte qui a été adopté pour les architectes, les avocats, les médecins, les éducateurs, etc. Certaines professions ont été satisfaites, d'autres non. Là aussi, manifestement, pas de grande révolution, et plus une volonté de facilitation et de maintien quand même des échanges entre professions réglementées. Alors, au terme de ce survol, quelques réglementations emblématiques. La conclusion s'impose d'elle-même, vous l'aurez compris, après un an, il est sans doute encore trop tôt pour déterminer le véritable impact des divergences entre les droits de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Bien des secteurs sont encore dans l'incertitude de leur propre régime juridique précis. C'est le cas des réglementations professionnelles qui dépendront aussi de ce que décideront les États membres. L'accord de commerce et de coopération est quand même assez évasif sur ce point-là. Et puis, on pense aussi au secteur financier qui n'a toujours pas trouvé de résolution, et encore plus en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, puisque le Royaume-Uni n'a pas pu adhérer à la Convention de Lugano. Donc là, on est dans une position assez difficile. L'autre conclusion qui s'impose, c'est que l'accord de commerce et de coopération n'est qu'une base qui est loin de tout résoudre. C'est un point de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une base nécessaire, mais non suffisante pour caractériser la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, vous vous souvenez peut-être, au début des négociations, assez rapidement dans les négociations, à l'époque de l'accord de retrait, Michel Barnier avait un petit schéma en escalier où il y avait différents types d'accords emblématiques que l'Union européenne avait conclu avec des États tiers. Vous avez la Turquie, la Corée du Sud,
la Norvège, etc., avec tout ce que cela impliquait en termes de droits et d'obligations à titre principal. Et on avait l'impression que la stratégie de la Commission à travers la task force était de faire rentrer absolument le Royaume-Uni dans l'une de ces catégories. C'est peine perdue. En réalité, ce sera une nouvelle catégorie, c'est un accord sui generis qui finalement ne correspondra à rien de préexistant, mais finalement un peu comme quand les Britanniques étaient membres de l'Union européenne, leur statut était quand même aussi tout à fait particulier. Alors, on peut se dire qu'il n'y a rien d'inquiétant sur le front juridique pour l'instant, mais ça demande à être suivi. Il y aura forcément, par la force des choses, des divergences de plus en plus nombreuses et il faudra voir comment tout cela se solde dans la relation avec l'Union européenne qui, du point de vue diplomatique, s'avère beaucoup plus tendue. Alors, ces tensions diplomatiques persistantes au niveau des relations UE-Royaume-Uni, je les ai évoquées en introduction, portent principalement sur la question du protocole nord-irlandais, la question lancinante et je vais dire qui cristallise toutes les problématiques liées au Brexit, et puis des questions qui ont concerné la France, puisque les Britanniques ne se sont opposés frontalement à un État membre qu'avec la France, avec aucun autre. Voilà. On aime bien rejouer la guerre de 100 ans, c'est comme pendant le tournoi Destination. Voilà, systématiquement, c'est le crunch. Les journalistes aiment beaucoup ça. Bon, je ne suis pas sûr que regarde l'analyse que je vais vous donner, ça correspond tout à fait à la perception que vous avez pu avoir si vous avez suivi l'actualité sur ce point-là. Mais commençons quand même par ce qui est le plus important et qui est un vrai problème, à savoir les oppositions relatives à l'application du protocole nord-irlandais. Alors, je le rappelle, c'est l'un des principaux motifs invoqués par Lord Frost pour démissionner du gouvernement dirigé par Boris Johnson. Dans la déclaration qu'il a publiée, enfin qu'il a faite juste avant de démissionner, du 17 décembre, 2 jours avant sa démission, Lord Frost explique la position britannique sur le dossier nord-irlandais. C'est toujours la même position, même avec le changement de ministre. Aujourd'hui, vous savez peut-être, c'est Liz Truss qui l'a remplacée et qui semble être beaucoup plus conciliante, mais la position officielle reste cette lettre cette déclaration du 17 décembre. Pour les Britanniques, le protocole nord-irlandais devrait être remplacé ou à minima amendé. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Il y a quand même des justifications, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être ennuyeux, même si parfois on peut se le demander. D'abord en raison des interruptions fréquentes de l'acheminement des marchandises, alors certes alimentaires, la fameuse guerre de la saucisse, vous l'avez peut-être suivi au début de l'année 2021, mais surtout en matière de produits sanitaires. C'est vrai que période de pandémie, ça pose quand même un peu un problème. Ensuite, David Frost, dans sa communication, souligne que les conditions fixées par l'article 16, c'est-à-dire la possibilité de suspendre unilatéralement, l'article 16 du protocole, de suspendre unilatéralement l'application du protocole nord-irlandais, seraient réunies, c'est-à-dire en gros une espèce de cas de force majeure, parce que de toute façon, le Royaume-Uni, en raison de circonstances problématiques, ne peut pas satisfaire ses obligations. Alors, une clause de sauvegarde, aujourd'hui, elle est encore évoquée de façon moins menaçante, mais ça reste quand même une option envisagée par le gouvernement britannique. Alors, depuis cette déclaration, on a eu un certain nombre de progrès sur les produits pharmaceutiques. Un accord a été trouvé. On sait que l'Union européenne, auparavant, a accepté que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne, pour être précis, et l'Irlande du Nord. Donc, il y a eu un assouplissement très clair de la position de l'Union européenne. Mais Lord Frost avait souligné d'autres sujets problématiques qu'il convient d'évoquer parce qu'ils sont assez importants. Premier point, le régime des aides d'État. Le mantra des hard Brexiters, c'est pour ça que j'ai rappelé leur position, c'est de dire on ne veut être soumis à aucune règle de l'Union européenne. Or, pour le protocole nord-irlandais, pour qu'il n'y ait pas de frontière entre les deux parties de l'Irlande,
l'Irlande du Nord et la République d'Irlande faisant partie de l'Union européenne, vous êtes obligé d'aligner le régime juridique des marchandises et des personnes sur l'ensemble de l'île d'Irlande. Donc, le protocole prévoit quoi? Eh bien, que l'Irlande du Nord s'aligne sur un certain nombre de règles européennes en matière de circulation des marchandises, et en particulier le Code des douanes de l'Union européenne. Et forcément, dès lors qu'est en cause un ensemble de règles de l'Union, la Cour de justice reste aussi compétente. Et bien sûr, tous ces points, à la fois ce régime des aides d'État qui conduit à ce que l'Irlande du Nord soit encore dans le scope, si vous voulez, l'orbite de l'Union européenne, donc finalement qu'une partie du Royaume-Uni soit encore dans l'orbite de l'Union européenne, pose un problème. Problème doublé d'un aspect institutionnel qui est la compétence de la Cour de justice. Lord Frost ajoute même qu'il y a un problème de gouvernance sur un autre point, c'est que l'Irlande du Nord est soumise à des règles pour lesquelles le Royaume-Uni n'a aucun pouvoir de discussion. C'est-à-dire que les règles européennes en matière douanière, c'est l'Union européenne qui les décide, et évidemment, on ne va pas consulter le Royaume-Uni sur ces sujets-là. Lord Frost estime que ce n'est pas normal. Bon. Et puis, dernier élément qui, là, est plus une volonté de prendre en compte les revendications des unionistes nord-irlandais, c'est-à-dire ceux qui veulent, de façon un peu utopique, puisque de toute façon, ce n'est même pas le cas pour l'instant, un alignement complet du régime juridique de l'Irlande du Nord sur la Grande-Bretagne. Là, le Lord Frost évoque le fait qu'il ne faudrait pas que l'Irlande du Nord, finalement, largue complètement les amarres en étant plus proche du droit de la République d'Irlande, donc du droit de l'Union européenne, que du droit du Royaume-Uni, qui a vocation à diverger de plus en plus de celui de l'Union au fil du temps. Alors, présentés comme cela, les arguments de Lord Frost et du gouvernement britannique sont compréhensibles, sauf qu'en fait, ils ne supportent pas la critique lorsque l'on est un juriste qui connaît le Brexit, les traités du Brexit, et puis un petit peu le droit de l'Union. En fait, derrière la déclaration de Lord Frost, et encore une fois qui reste la position officielle du gouvernement britannique, se dissimule souvent le contexte de la pandémie. Et on utilise la pandémie pour essayer d'obtenir des modifications structurelles du protocole. Donc, il utilise beaucoup dans ses discours, mais vous voyez, ce protocole ne fonctionne pas, puisque pour l'acheminement urgent des produits pharmaceutiques, l'application du protocole conduit à un blocage. Oui, mais là, c'est circonstancié. En temps normal, il est possible que les choses auraient pu être beaucoup plus fluides. Donc, expérimenter ce protocole en période de pandémie, évidemment, c'est difficile. Surtout que, ce qu'il ne dit pas, l'administration britannique n'était absolument pas prête au Brexit et à créer les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du protocole nord-irlandais. Donc l'argument, si vous voulez, il est fallacieux. User d'une situation conjoncturelle pour finalement revenir sur des contrôles qui ont une vocation pérenne, donc structurelle, est évidemment problématique. Alors, l'hypocrisie du gouvernement britannique est encore plus patente en ce qui concerne la critique, cette fois, du régime spécifique dont jouirait l'Irlande par rapport au reste du Royaume-Uni, ou encore la juridiction de la Cour de justice. Il faut être clair, le protocole nord-irlandais n'a jamais été ambigu sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'au moment où Boris Johnson a présenté le protocole comme une grande victoire, parce que je ne vais pas vous refaire l'histoire, ce sera un petit peu compliqué, on pourra en revenir sur cette question si vous voulez, mais vous vous souvenez peut-être de cette expression du backstop ou filet de sécurité qui était encore beaucoup plus contraignant pour le Royaume-Uni. Boris Johnson a réussi à le renégocier, plutôt à la baisse. Également, la déclaration politique qui était censée déterminer les principes politiques de la relation future. Et il avait brandi ça comme une grande victoire, alors que tout juriste et tout expert de la question savait pertinemment que l'Irlande du Nord allait rester dans l'orbite européenne et qu'en quelque sorte, c'était le prix à payer du Brexit et la condition sine qua non du maintien de la paix entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Il le savait très bien. Que quelques mois après, on vienne tenir des propos qui consistent à dire « Ah oui, mais on se rend compte que finalement, la Cour de justice continue d'avoir une compétence là-dessus. » Enfin,
C'est tout à fait malhonnête. C'est vraiment de la mauvaise foi. Donc, on ne peut pas à la fois présenter le protocole comme une victoire et derrière le démonter en le présentant comme quelque chose d'inapplicable et qui aurait trompé les Britanniques. C'est évidemment complètement faux, ça a été signé en parfaite conscience. L'argument qui consiste à la consultation du Royaume-Uni sur les règles commerciales qui s'appliqueraient à l'Irlande du Nord. Là aussi, Lord Frost est de mauvaise foi. L'accord de commerce et de coopération prévoit bien que les deux parties engagent des discussions lorsqu'ils envisagent des modifications de leur législation. Et qu'il est évident qu'une modification en matière douanière du côté européen, les Britanniques seront informés qu'ils pourront faire des remarques. Voilà. Alors, seront prises ou pas en compte. Dans ces cas-là, ils prendront les décisions qu'ils souhaitent. Et d'ailleurs, le protocole nord-irlandais prévoit une consultation régulière, selon un processus très compliqué, des autorités nord-irlandaises pour savoir s'ils souhaitent le maintien du protocole. Donc tout est prévu dans le protocole. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est sans doute le moins mauvais des systèmes. Donc on le voit bien, derrière les arguties juridiques de l'ancien ministre chargé de l'application des traités du Brexit, il y a d'abord une dogmatique politique qui est celle de faire triompher, après coup, définitivement le projet des hard Brexiters, c'est-à-dire de couper complètement les ponts de façon immédiate et sur le plus long terme avec l'Union européenne. Et très clairement, ce projet-là, non seulement en période de pandémie, de crise mondiale, mais aussi d'un point de vue tout à fait réaliste en termes d'échanges commerciaux, est utopique. Voilà. Et Lord Frost s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un assouplissement de la position britannique qui est advenu, puisque finalement, les Britanniques ont accepté que la Cour de justice ait toujours compétence, mais c'est quand même bien normal. Enfin, on ne va pas exclure la compétence de la Cour de justice à l'occasion d'un traité, l'application d'un protocole sur certaines normes de droit de l'Union européenne. Vous vous rendez compte pour le droit de l'Union européenne ce que ça signifierait qu'on ait une poche où finalement le code des douanes de l'Union fasse l'objet d'interprétations un peu spécifiques parce que c'est l'Irlande du Nord. Enfin, c'est évidemment tout à fait inimaginable. Bon, sinon, ça va être du détricotage, je veux dire, c'est de la presse de la clause d'opt-out par l'extérieur, ce qui est tout à fait invraisemblable. Et là, le Royaume-Uni a retrouvé raison quand même en ne faisant plus de la juridiction de la Cour de justice, qui est en plus résiduelle, ça n'a pas vocation à s'appliquer à tout le Royaume-Uni, a retrouvé raison sur cette compétence-là. Alors, la situation n'est pas réglée, évidemment, sur cette question-là. Mais sur l'année qui vient de s'écouler, après avoir quand même fait preuve, je l'ai souvent critiqué, d'un rigorisme excessif durant les négociations sur le protocole nord-irlandais, d'ailleurs qui a coûté cher à l'Union. Hein. Ça a coûté la place de Theresa May, et sans doute que si Theresa May était restée au pouvoir, et plus soutenue par l'Union européenne, qui aurait fait sans doute plus rapidement des concessions sur ce backstop, sans doute que l'accord aurait peut-être été validé et il ne se serait pas retrouvé avec Boris Johnson. Mais bon, ça, avec des si, on sait bien ce qu'il advient, mais je reste toujours assez critique vis-à-vis du très fort rigorisme de l'Union européenne, mais qui très clairement, en 2021, s'est assoupli. Ce qui ne veut pas dire que les Britanniques ont été entièrement de mauvaise foi sur tout, puisque sachez que pour beaucoup de marchandises, les Britanniques n'opèrent pratiquement pas de contrôle, voire pas du tout, sur les marchandises qui passent de l'Union européenne au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, vous le voyez bien, on est en fait dans une phase de transition, toujours, qui n'est évidemment pas assumée politiquement, puisque ça ne correspond pas au mantra que j'évoquais de Boris Johnson, mais on voit bien à quel point on est loin d'une rupture brutale. Ce qui a été plus brutal, en revanche, et je crois que Emmanuel Macron s'en est fait l'écho aussi dans son discours devant le Parlement européen, ce sont les tensions et puis cette mauvaise foi qui a été aussi décelée dans les relations franco-britanniques. Je terminerai par cela. Alors là, je vais être moins dur avec les Britanniques et plus méchant avec les Français. Parce que la problématique du protocole nord-irlandais n'a rien à voir avec la question de la pêche, qui est celle qui est directement liée à l'application de l'accord de commerce et de coopération. Je ne dirais que quelques mots sur la question des
des migrants et de l'AUKUS qui ne relève pas véritablement du Brexit. Ça n'a pas facilité les choses, mais c'est plutôt une causalité indirecte. Alors, ce sont des aspects, nous continuerons de traiter sur l'Observatoire du Brexit, mais dans le cadre de cette conférence, je ne développerai pas ces points. Alors, sur les tensions franco-britanniques, ça a été un peu le feuilleton des deux meilleurs ennemis que sont la France et le Royaume-Uni durant cette année 2021, avec des échanges diplomatiques parfois assez durs, donc sur les trois sujets que j'ai évoqués, et je vais me contenter, comme je l'ai dit, de la pêche. Alors, au début de l'année, au début de la crise, on était à la fin de l'hiver, début du printemps, Paris annonce que Londres a simplement émis que 15% de réponses positives définitives aux demandes françaises d'accès aux zones de pêche britanniques, qui serait l'expression, une fois de plus, de la mauvaise volonté britannique, de sa mauvaise foi, la France allant assez loin, puisque sa ministre de la Mer, Annick Girardin, et puis le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, ont multiplié les menaces de rétorsion, en particulier vis-à-vis des îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey, qui gèrent d'ailleurs pour leur propre compte l'octroi des licences de pêche. Alors, ces menaces consistaient en quoi? Interdire la vente des poissons, enfin de déposer les marchandises pour une vente des poissons et des ressources halieutiques britanniques. On va même jusqu'à couper le courant des deux îles. Bref. Et que mentionnent les ministres dans leurs argumentaires, enfin la ministre et le secrétaire d'État? Eh bien, une violation de l'accord de commerce et de coopération. Alors, techniquement, il faut d'abord savoir que l'octroi de ces licences passe quand même par plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas une demande à Londres et on vous donne une réponse tout de suite. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, vous déposez des demandes au port en question, notamment Jersey, Guernsey vont regarder votre demande, ça passe par Bruxelles et par Londres. Il faut que ça fasse tout le chemin. C'est donc long. Il y a d'abord des contraintes techniques. Il faut prendre aussi en compte le fait que l'administration britannique, encore une fois, s'est préparée tardivement à tout cela. Donc ça a encore ralenti les choses. Donc la vision un peu idyllique qui verrait que dès l'application de l'accord de commerce et de coopération, toutes les situations juridiques prévues par l'accord de commerce et de coopération seraient réglées, c'est faux. C'est faux. Donc les pêcheurs qui s'attendaient au regard des dispositions de l'accord du jour au lendemain à voir la confirmation de leur droit de pêche, se sont fourvoyés. Mais sans doute qu'ils ont été aussi mal préparés et mal aidés, j'allais dire, par l'administration française. Plus juridiquement, ensuite, la France, à mon avis, soutient une interprétation de l'accord de commerce et de coopération assez discutable. Deux dispositions du texte sont pertinentes en l'espèce. Alors, j'aime pas trop lire les dispositions, c'est souvent assez rébarbatif, mais c'est quand même intéressant. Le protocole sur l'accès aux eaux, qui est joint à l'accord de commerce coopération, c'est l'annexe 38, stipule qu'en période d'adaptation est instituée, une période d'adaptation est instituée, s'étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2026, et cette phase transitoire s'applique aux navires remplissant une condition simple, a priori, définie par l'accord lui-même. On entend par navire remplissant les conditions un navire d'une partie, donc le Royaume-Uni, les États membres de l'Union, qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phase précédente pendant au moins 4 ans, entre 2012 et 2016, ou son remplacement direct. Ce n'est pas très bien formulé, mais ça a quand même été un traité qui a été vite écrit. Bref, il faut apporter la preuve de sa pêche, ou s'il y a eu un changement, d'en apporter la preuve également et d'une reprise d'activité similaire. On a à peu près la même chose pour les îles anglo-normandes. Il est notamment convenu que chaque partie autorise les navires de l'autre partie à pêcher dans ces eaux en fonction de l'ampleur et de la nature réelle de l'activité de pêche. Alors, c'est peut-être clair, mais en fait, ça ne l'est pas. Puisque, qu'est-ce que l'ampleur et la nature réelle d'une activité de pêche? Alors, ça amuse beaucoup les juristes parce que c'est là où on fait nos intéressants. Politiquement, ça vous paraît clair, mais juridiquement, en fait, ça ne l'est pas du tout. En fait, rien n'est imposé quant au contenu précis des informations nécessaires à l'évaluation des critères. Durée, nature, de la pêche en cause, quantité. Le seul curseur, c'est en fait la bonne foi.
Et très rapidement, les autorités françaises ont considéré que de difficultés principalement techniques, il y avait de la mauvaise foi. Donc, s'il y avait de la mauvaise foi, ça veut dire que les Britanniques interprétaient mal l'accord, donc ils violaient l'accord. Voilà le syllogisme conduit. Alors, en fait, les autorités britanniques, si vous allez sur la documentation gouvernementale, ne font rien de tout à fait choquant. Il suffit d'aller sur le site. Je donne le lien d'ailleurs sur l'Observatoire lorsque j'ai fait l'analyse rapide de cette problématique. Donc, en fait, l'appréciation de l'activité fait sur le fondement de preuves de pêche, à partir des informations données à une autorité administrative. Et le principal moyen de l'identifier, c'est un système informatique. Alors évidemment, pour les gros navires, c'est très facile, mais en réalité, et ça, le gouvernement français l'a dit très tard, qu'à partir de cet automne, c'est que ce sont les petits navires qui n'ont pas réussi à apporter la preuve de leur pêche. Alors, c'est bizarre, parce que normalement, les petits navires ont aussi des souches dans lesquelles ils écrivent leur quantité de pêche journalière, les zones dans lesquelles ils sont intervenus, et l'autorité administrative britannique acceptait ce type de preuves sans aucun problème. Sauf que manifestement, il y en a qui les avaient perdus, d'autres qui avaient sans doute fait preuve de peu de rigueur dans le maintien de leur compte. Bref, ils n'ont pas réussi à apporter la preuve. Et en discutant avec le ministre de Jersey, qui j'ai fait une émission, après on peut discuter en off, ce qui est très intéressant, il disait, mais le problème, c'est que pour certaines reprises d'activité, on a même accordé de nouvelles autorisations qui n'existaient pas. On a même identifié pour le compte des autorités françaises, en gros, des braconneurs. Voilà. Donc, franchement, en plus, au-delà du symbole et dans le traitement administratif, on voit mal Boris Johnson arriver derrière les agents, déjà qu'il n'est même pas capable de savoir où il met les pieds dans certaines parties pour savoir si elles sont conformes aux règles sanitaires qu'il édicte. On le voit mal aller derrière un agent de l'autorité administrative indépendante, ce qu'il faut quand même rappeler, contrairement en France, l'autorité administrative indépendante, ça veut dire quelque chose au Royaume-Uni. J'exagère un peu, le français reste parfois indépendante. Il n'y a pas eu de demande freiner absolument l'octroi des autorités. Il y a eu un manque de préparation malgré tous les appels de Bruxelles, c'est certain. Mais qu'il y a eu vraiment de la grande mauvaise foi sur ce dossier, ça l'est beaucoup moins. Alors, preuve en est, c'est que Bruxelles a quand même suivi ça un peu de loin. Et pour l'instant, les appels aux sanctions unilatérales rapides de la France auprès de la Commission n'ont pour l'instant pas conduit à un accueil très favorable, si ce n'est des déclarations vagues. Oui, on vous soutient, vous avez raison, les Britanniques sont de toute façon très, très méchants. Alors, que tirer de cette situation sur la pêche? Finalement, que la manipulation politique du Brexit n'est pas un monopole, j'allais dire, johnsonien. Et que l'on sait bien que derrière tout cela, il y a quand même beaucoup de gesticulation politique pour quand même un secteur, malgré tout le respect que j'ai pour les pêcheurs et pour avoir une grande passion pour le poisson et toutes les ressources de la mer, représente quand même très peu à l'échelle des économies européennes et britanniques. Mais ça a toujours été un symbole, y compris durant les négociations. Alors pour Boris Johnson, ça a été très intéressant de faire le malin avec ses frégates à la veille des élections locales, ce qu'il a fait l'an passé. Et pour Emmanuel Macron, c'est très important de montrer qu'il y a une souveraineté française, quitte à en rajouter en période d'élection présidentielle et de présidence de l'Union européenne par la France. Donc finalement, les choses se sont un peu détendues. Toutes les menaces françaises, en fait, sont retombées un petit peu. On en est où aujourd'hui? Et qui confirme, à mon avis, l'analyse que je vous présente. Les déclarations combinatoires des ministres français ont cédé progressivement à une attention plus conforme au droit, c'est-à-dire solliciter la mise en application des mécanismes de règlement des différends dans un premier temps, et non pas de sanctions de l'accord de commerce et de coopération. Clément Beaune, d'ailleurs, jouant beaucoup, disant on va demander à ce que la Commission sanctionne après qu'on ait sollicité la mise en place du règlement des différends. Donc tout ça est un peu ambigu. Donc ça, dans le discours, c'est un peu une marque que finalement ne coupera pas l'électricité aux îles anglo-normandes, ce qui aurait été complètement disproportionné et pour le coup, ça aurait violé l'accord de commerce et de coopération. De même, en décembre, lorsqu'Annick Girardin a dit qu'on empêchera
les navires britanniques de déposer leur cargaison pour la vente sur les côtes françaises, ça aurait été sans doute aussi une mesure disproportionnée. D'ailleurs, ça n'a pas été mis en exécution. La seule menace qui a été mise à exécution, c'est une autorisation à un navire qui a été retiré, un navire britannique, mais en fait, c'était une procédure un peu à part et c'est tout à fait possible de le faire. Et là aussi, il y a eu un peu un mélange des genres. L'autre élément, c'est que le 22 décembre dernier, donc pendant les vacances de Noël, en pleine période de début d'Omicron, c'est passé complètement inaperçu, mais sachez que la France, tout compte fait, comme c'est étrange, a nommé Philippe de Lambert-des-Granges pour accompagner les pêcheurs impactés par le Brexit en vue de les indemniser s'ils n'obtenaient pas l'octroi de la licence demandée, nombre de licences d'ailleurs qui ont considérablement augmenté en nombre et qui ont été octroyées tout simplement parce que le processus terme dans les délais que, lorsque j'avais discuté avec le ministre de Jersey, correspondait tout à fait. Il m'avait dit, dans les 3 mois, vous verrez, ça va augmenter, il faut juste que les Français soient patients. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le ministre en question n'était pas un fanat de Boris Johnson, je pouvais le dire. Donc en fait, c'est peut-être la tardivité de l'accompagnement français des pêcheurs en question qui est plus en cause et qu'à travers toutes ces menaces et gesticulations, il s'agit de dissimuler peut-être un suivi qui conduit à faire souvent du Brexit un seul problème britannique. Alors sur les deux autres problématiques, comme je vous dis, je n'en dirai pas beaucoup puisque c'est moins lié à l'axe d'analyse que je me suis fixé pour cette conférence. En matière de migrants, les tensions étaient fortes entre Français et Britanniques, mais souvent pour des questions, à mon avis, assez politiciennes et peu humanistes. Les accords de Calais sont sans doute pas adaptés, mais c'est un sujet qui mériterait sans doute un peu plus de recul, mais vu l'ambiance dans le gouvernement britannique et les positions de Priti Patel, malheureusement, on est loin d'un assouplissement et les surenchères quand même extrême droitières en France ne sont pas non plus pour rassurer le sort de ces pauvres gens. Et puis sur la question de la défense, c'est un peu le volet défense et relations diplomatiques des accords de commerce. C'est une preuve que les Britanniques ont parfaitement saisi des enjeux futurs et actuels dans la zone Indo-Pacifique. Bon, ça a beaucoup ému du côté français, mais malheureusement, c'est sans doute là aussi l'expression d'une faiblesse de l'Union européenne dans les capacités à envisager les nouveaux enjeux géostratégiques de cette zone-là. Les États-Unis ont embarqué avec eux l'Australie et le Royaume-Uni. Je serais curieux de savoir quelle est véritablement la politique européenne sur cette question-là. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Donc pour conclure, la première année du Royaume-Uni hors de l'Union européenne fut un peu à l'image des 3 années précédentes de négociations, de vives tensions, mais finalement un dialogue qui a toujours été maintenu, et puis des solutions qui arrivent en catimini, qui ne sont pas forcément annoncées avec tambour et trompette, mais quand même qui arrivent à des solutions. Alors il y a fort à parier que cela va durer pendant un certain nombre d'années, au-delà peut-être même de la personnalité des protagonistes. Et il se dit d'ailleurs, c'est intéressant, que va devenir le Brexit si Boris Johnson était poussé au départ. Je reste convaincu que ce Premier ministre restera que le Premier ministre du Brexit et de rien d'autre. Et un peu comme David Davis, vous l'avez peut-être entendu invectiver à la Chambre des communes, Boris Johnson, c'est un ancien ministre du Brexit, qui n'a pas brillé par ses grandes compétences, donc c'est peut-être pas le mieux placé pour faire la leçon à tout le monde, mais il a dit, mais juste partez. Bon, vous avez été en gros l'homme du Brexit, partez, reprenant les propos d'un député à l'attention de Chamberlain en 1940. Il a certainement fait son temps, avec une équipe extrêmement clivante, qui a beaucoup menti, qui fait preuve de beaucoup de mauvaise foi. On l'a vu avec le Brexit, ce qui se passe sur le fond de la pandémie, mais finalement, ce n'est pas très nouveau. On a l'impression que Boris Johnson n'a finalement pas évolué depuis ses exploits à l'université d'Oxford avec sa bande de copains, avec son club où il mettait à sac parfois certains collèges. Moi, je m'interroge finalement qui lui succédera et avec quelle perspective vis-à-vis du Brexit. Est-ce qu'on va continuer sur cette espèce de Brexit juridique finalement assez mou, et que de toute façon, le Royaume-Uni est destiné à rester d'une manière ou d'une autre dans l'orbite de l'Union européenne? On ne le sait pas. Mais ce qui est certain, et ce sera un dernier regret pour terminer, c'est que j'ai beaucoup parlé du Royaume-Uni. Oui, c'est d'abord un problème britannique, mais que malheureusement, après
la tristesse, les pleurs qui ont succédé au référendum de 2016, il y en a une qui n'a toujours pas fait son autocritique et, à mon avis, sa réflexion profonde de la sortie d'un État membre, c'est l'Union européenne. Je vous remercie.